Polysécure, épisode un peu plus technique. Je suis avec Cédric. Bonjour. Qui va nous entretenir un peu au niveau info nuagique. Puis on va commencer avec une question qui est quand même assez importante, je pense, qui est au bout du jour en quelque sorte, là. La migration en info nuagique de nos installations sur site. Quelles sont les conséquences et comment on doit aborder ce genre de choses-là? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, effectivement, la migration dans l'info nuagique, c'est une question passionnante qui amène souvent beaucoup d'interrogations parce que on entend beaucoup parler des impacts de l'info nuagique, mais concrètement, pour la sécurité, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que l'erreur qu'il faut éviter de faire, c'est d'envisager, de penser à la migration info-nuagique uniquement d'un point de vue technologique. Aujourd'hui, on a souvent tendance à se raccrocher à des questions très techno pour se rassurer sur le fait qu'on va pouvoir ou non maintenir nos processus de sécurité actuels. En réalité, je pense que la migration info-nuagique, elle doit vraiment être pensée comme une évolution de modèle d'opération, ce qu'AWS nomme donc l'operative model. C'est vraiment ça en fait le changement déterminant, plus que la technologie, même si la technologie c'est important. C'est-à-dire que avec une migration info-nuagique, on se rend compte que on va aller chercher des bénéfices en termes d'agilité. L'entreprise va vouloir aller chercher des bénéfices en termes de capacité de livraison beaucoup plus rapide. Et puis là, on peut embarquer tous les acronymes célèbres que l'on connaît, les DevOps, tout ce qu'on veut là. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va vouloir laisser l'opportunité aux équipes projets de livrer des nouvelles fonctionnalités, non plus basées sur un modèle waterfall avec des préavis de plusieurs mois, mais on va vouloir les laisser livrer des fonctionnalités à toutes les semaines, par exemple, ou en tout cas de façon très 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 rapide. Puis pour atteindre cet objectif, il n'y a pas de secret. Il va falloir quand même laisser un petit peu de liberté aux équipes projet. Il va falloir laisser l'occasion de faire des tests. Il va falloir leur laisser l'occasion de monter des environnements sandbox, de gérer eux-mêmes leur infrastructure quand ils vont avoir besoin de lancer des nouvelles instances, de mettre en place des nouvelles architectures logicielles. Bref, ça va emmener quand même une grosse évolution en termes de modèle opérationnel où la sécurité ne va plus pouvoir être sur le chemin comme un point de passage obligatoire sur le chemin de la livraison, parce que autrement on va se transformer comme un bloquant, on va se transformer comme un single point of failure et puis un bloquant, un ralentisseur de justement ce que l'info nuagique amène comme promesse. Donc ça va pas marcher. Et ça, c'est vraiment ça l'enjeu là en termes de migration info-nuagique pour des équipes sécurité, c'est de réfléchir. Ok, mais si je suis plus sur le chemin de la livraison comme point de passage obligé, comment je fais pour sécuriser, comment je fais pour maintenir une sécurité efficace de mon workload info-nuagique. Tout est là, je pense là. C'est vraiment le fond du problème. Et puis, en fait, AWS le résume très bien en une phrase. J'aime beaucoup cette phrase-là. C'est que la sécurité, elle doit définir des guardrails, elle ne doit plus définir des gates. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. C'est qu'on va mettre en place avec la sécurité un environnement qui soit encadré, tu vois, qui soit sécuritaire et dans lequel les développeurs vont pouvoir obtenir une certaine liberté, vont pouvoir obtenir une facilité de travail, mais sans faire n'importe quoi, avec toujours justement ces guardrails. Nous, on va venir encadrer tout ça. Et puis c'est un équilibre qui est un peu compliqué à trouver au début, là, surtout pour des équipes qui n'ont jamais touché à l'info nuagique avant. Ça amène une petite gestion du changement, mais c'est passionnant. C'est aussi ça qui est formidable. Apprendre à travailler d'une nouvelle façon.
Absolument. Ben, de toute façon, c'est ça, c'est toute la promesse d'info nuagique, justement, comme tu as très bien mentionné. La différence de gating, entre autres, il y a beaucoup d'organisations, j'ai l'impression, qui vont avoir un peu de difficulté à changer cette philosophie-là de passage obligé à accompagnement obligé, si on peut le traduire en français. C'est très, très différent. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a des au-delà de cette grand concept-là, plus dans l'opérationnel, comment se répercute cette différence-là entre les deux univers? Alors, de façon donc beaucoup plus proche du terrain, concrètement, moi, ce que je mets en avant, c'est un plan d'action autour de deux grands domaines d'action. Le premier, c'est de préparer ce qu'on pourrait appeler un standard de sécurité, une sorte de baseline de sécurité pour l'ensemble de nos comptes infonuagiques, de nos environnements infonuagiques. On va mettre en place un catalogue de contrôle de sécurité dans notre environnement pour se préparer à accueillir justement les équipes projets et puis les différentes livraisons. Donc c'est ça justement, ces fameuses guardrails là qu'on va mettre en place. Donc ça veut dire quoi? Cet ensemble de catalogues de contrôle, ça va autant être des contrôles en termes de prévention. Donc là, on peut imaginer évidemment là pour le coup, ça ressemble quand même à des gates, veut pas. Mais dans le pipeline CICD, dans le pipeline de développement, on va mettre des points de contrôle sécurité où, je te donne un exemple très concret, assez classique. Si par exemple on pousse de l'infrastructure Ascon dans notre environnement, on va mettre on va mettre une étape de sécurité qui va vérifier que dans notre Terraform, par exemple, on n'est pas en train d'exposer une instance port 22 SSH ouvert grand sur Internet. Puis ça, on va mettre un point de contrôle et puis le pipeline, il va failer si jamais il y a justement ce genre de comportement qui est poussé par les développeurs par erreur. Ça peut arriver. Donc, on a des contrôles de prévention, on a des contrôles de détection. Écoute, c'est des alarmes tout simplement, c'est des notifications. Puis là, on essaye d'être un petit peu moderne, c'est-à-dire que on peut certes créer des tickets Jira à chaque fois qu'il y a des tickets dans notre ITSM, je veux dire, à chaque fois qu'il y a une détection, mais on peut peut-être aussi essayer d'être un peu plus agile, puis commencer à se faire des notifications dans Slack, à se faire des notifications dans Teams, tu vois, à être dans un mode beaucoup plus réactif, plus facile à gérer. Mais ça, c'est chaque entreprise va justement le définir en fonction de sa maturité. Et puis on aura même des contrôles de réaction où si je reprends ma fameuse instance qui expose son port SSH sur Internet, grand ouvert, on pourra avoir un contrôle qui laisse cette création, mais qui automatiquement, dès l'instant où l'instance va se lancer avec le port SSH sur Internet, va automatiquement modifier les règles de sécurité de l'instance de façon transparente en background, et puis va couper cet accès ouvert sur Internet. Donc, ce standard de sécurité, c'est donc un ensemble de contrôles qui va s'articuler autour. Alors, si on prend l'univers AWS, on a 5 grands domaines mis en avant par AWS. En tout, il y a 10 security epics qui sont définis par AWS, mais il y en a 5 comme prioritaires. Donc, c'est autant la réponse aux incidents, la GIA, la protection de la donnée, les contrôles de détection. J'en oublie un, mais il y en a un autre, croyez-moi. Donc, on va définir nos contrôles de sécurité, et puis une fois qu'ils vont être mis en place, c'est vraiment ça qui va nous permettre de nous rassurer sur le fait que, ok, on est prêt à accueillir, tu vois, des équipes projets, puis on est prêt à les recevoir, il n'y a pas de problème. Évidemment, on va s'assurer que ces contrôles sont toujours, notamment les contrôles de détection, sont toujours maintenus dans le temps, ils sont toujours respectés. Donc ça, c'est notamment l'objectif des solutions de type qu'on appelle les CSPM, Cloud Security Posture Management. Donc, on a des outils comme Cloud Conformity, par exemple, qui a été racheté il y a pas longtemps par Trade Micro. Mais on peut aussi utiliser les solutions natives, évidemment, du cloud provider pour nous aider là-dedans. Security Hub, par exemple, possède plusieurs standards de sécurité, et puis on peut aussi l'enrichir un petit peu. Ça, c'est la première, je te dirais,
concrètement, c'est la première chose à faire. Il faut, dès l'instant où on s'embarque dans une migration infonuagique, en tant qu'équipe sécurité, il faut travailler là-dessus. Il faut définir, OK, ça va être quoi notre standard de sécurité dans le cloud. Puis c'est une magnifique occasion parce que bien souvent, ces migrations, si tu veux, on part from fresh, tu vois, là, tout notre legacy qu'on a on-premise et puis qu'on vit avec, et Dieu sait que pour les équipes sécurité, c'est pas toujours simple de vivre avec du legacy, et puis ça fait partie de notre challenge à tous les jours. Ben là, justement, tu as l'occasion de partir, OK, propre, c'est un environnement propre. Là, par exemple, la segmentation réseau, peut-être que tu vas pouvoir la mettre en place comme pour dans le bon sens du monde, et puis ça va vraiment être renforcé. C'est quand même fabuleux comme occasion. Et puis la deuxième grande action que tu vas mener, c'est les contrôles de détection, c'est les contrôles de recherche de la menace. Donc c'est les technologies, les processus de surveillance et de recherche de la menace. Donc évidemment, ça va consister en quoi? Ça veut dire arrimer ton SOC ou ton équipe de SecOps là, en fonction de la taille de ton organisation. Tu vas, tu surveillais auparavant tes alarmes, tes différentes alertes dans ton environnement on-premise. On s'entend qu'il n'y a pas de raison que tu le fasses pas dans ton environnement cloud là demain. Là, c'est comme ça, y a aucune raison là. Donc il va falloir que tu arrimes tous tes processus de surveillance à ce nouvel environnement. Et puis, il va falloir aussi te poser la question, est-ce que j'ai les bonnes solutions pour détecter la menace dans l'environnement infonuagique? Donc là, tu vas pouvoir parfois avoir les mêmes solutions qu'on-premise, et puis parfois, tu vas devoir réfléchir à peut-être l'utilisation de solutions natives, peut-être plus adaptées à cette élasticité du cloud. Oui, effectivement, c'est des défis très importants. Là, tu dis de recommencer à neuf. C'est souhaitable, c'est énormément souhaitable pour les organisations. Mais disons, si je parle dans le contexte où moi je suis présentement, donc principalement du gouvernement du Québec, c'est pas cette approche-là qui est abordée, c'est vraiment une approche lift and shift, vraiment directe, de prendre l'actuel et l'envoyer en infonuagique. Dans ces contextes-là, il doit y avoir des défis particuliers et probablement surtout pour la sécurité, de réussir à faire quelque chose de correct avec ça. Alors, déjà, avant de passer le lift and shift, c'est une des 7 façons de migrer dans l'infonuagique. C'est clairement la plus simple quand on n'a pas une grande expérience de l'infonuagique et qu'on veut obtenir des résultats à très court terme. Donc, on veut pouvoir transférer du workload très rapidement. C'est sûr que le lift and shift, c'est la solution la plus facile. Ce qui devrait normalement venir interpeller un petit peu la gestion au moment du lift and shift, c'est de se poser la question d'abord, est-ce que ce workload, il a une espérance de vie, il a encore une longue espérance de vie, ou est-ce qu'il est destiné à être décommissionné dans les 2 ou 3 ans qui viennent? Si c'est le cas, honnêtement, moi personnellement, je recommande pas le lift and shift. Là, je recommande pas de le faire. Laissons-le mourir tranquillement on-premise. N'allons pas nous charger de travail à justement le transférer et puis à potentiellement causer d'ailleurs des interruptions. C'est quand même du travail, du transfert du legacy. S'il est destiné de toute façon à être décommissionné dans les prochaines à court terme. Ensuite, pour le reste, le lift and shift, c'est oui, certes, on va, par exemple, une application développée avec un langage un peu legacy ou genre qui n'a pas été très modernisé, on va effectivement transférer avec la charge de travail, on va transférer les éventuelles vulnérabilités applicatives, les éventuelles faiblesses applicatives qui vont avec ce serveur, avec cette charge. Ceci dit, ça nous empêchera pas quand même, tu vois, de rajouter un petit peu plus de sécurité autour qu'on n'avait pas forcément l'attitude de faire on-premise. Je pense à la segmentation réseau, je pense au chiffrement de la donnée sur les disques qui sont beaucoup plus transparents et faciles à faire dans l'info nuagique. Je pense aussi au resserrement de la gestion des identités et des accès. Ça peut être l'occasion de faire un petit refresh sur la GIA. En tout cas, ça, clairement, il faudrait le faire parce que c'est très important. Bon, voilà, on peut essayer quand même aux alentours de cette patente applicative, là, on peut essayer quand même de resserrer quelques domaines aux alentours. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait là. Ouais. Et tu parles beaucoup, ça fait plusieurs fois que tu répètes la segmentation réseau. Je pense que c'est quelque chose que
t'aimes beaucoup. Est-ce qu'on peut envisager de prendre un modèle Zero Trust qui est d'ailleurs généralement qui est suggéré énormément par les grands opérateurs infonuagiques parce que là, on tombe dans une segmentation non standard là aussi parce que là, on a les moyens et la souplesse pour le faire parce que infrastructure as a code, c'est beaucoup plus facile de déployer de Zero Trust, de l'imposer puisque la fabrique même du réseau, elle est pure logiciel d'un bout à l'autre et c'est à la limite c'est même une fiction à certains égards la fabrique réseau dans ce contexte-là. Est-ce que il y a des facilités pour justement mettre en place du Zero Trust au lieu de s'empêtrer sur des vieux modèles de segmentation? Oui, et puis tu viens très bien de le résumer. Effectivement, alors déjà, moi, pourquoi j'aime ça? Parce que je sais, dans un environnement on-premise, ça nécessite des compétences très poussées au niveau du networking. Ça nécessite des gens qui maîtrisent bien les routeurs, qui maîtrisent bien les switches Cisco, etc. Donc, ça nécessite de l'outillage. Bien souvent, on va vouloir mettre une couche supplémentaire sur ces switches pour réussir à le superviser de façon globale. Donc là, les équipementiers vont se faire un plaisir de te proposer des solutions, mais qu'il va falloir encore administrer et sur lesquelles il va falloir acquérir de la compétence. Bref, c'est assez compliqué. Et le résultat, le bilan, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, de mon expérience, autour de moi, sur 10 entreprises, il y en a peut-être 2 qui ont de la segmentation réseau interne qui fasse vraiment du sens. Je veux dire, puis je crois pas être le seul à faire ce constat. Des réseaux plats, on en connaît beaucoup, beaucoup autour de nous. Et puis, ne nous leurrons pas, un des critères de succès des ransomware, des campagnes de ransomware actuelles, c'est notamment ce fameux réseau plat. Ça joue énormément. Je dis qu'il n'y a pas que ça. Il y a peut-être une absence de contrôle de détection efficace. Il y a plusieurs critères, mais le réseau plat, ça fait très très mal là lorsqu'on se fait attaquer par justement quelqu'un qui a pris pied dans l'organisation. Le mouvement latéral, il est grandement facilité par un réseau plat. Donc j'aime beaucoup ça. Et puis effectivement, tu l'as dit, dans l'info nuagique, le truc c'est qu'on a beaucoup moins besoin de solutions spécialisées de networking et donc de compétences très pointues dans le domaine. On se retrouve avec une solution qui est codable en infrastructure as code, de la même manière qu'on va pousser une instance avec son serveur, on va pousser des règles de pare-feu. Avec son serveur, on va pousser des règles de segmentation réseau au niveau du subnet. Et ça sera exactement dans le même fichier, si tu veux, de code. Donc, en réalité, c'est même plus le gars de sécurité ou le gars de networking, qui va devoir le faire. Lui, il va préparer des modules as code, mais c'est le développeur qui va de lui-même pouvoir dire, moi, mon instance, ok, j'ai besoin de telle communication. Il va pouvoir aller faire du pick and choose dans des modules préparés par l'équipe réseau, et c'est lui-même qui va pouvoir pousser ces règles de segmentation. Donc ça, je trouve ça quand même assez dément parce que tu n'as plus le bottleneck, le boulot d'étranglement sur quelques équipes, quelques compétences très rares dans l'entreprise. Tu te retrouves à pouvoir populariser, de façon beaucoup plus large, la mise en place de contrôles de sécurité qui hier encore étaient hautement techniques. Ouais, c'est ça, tu parles justement du catalogue de contrôle, puis ça a l'air ça aussi, c'est l'air un élément clé, même un des socles importants pour qu'on puisse, au niveau de la sécurité puis au niveau de l'infrastructure, d'avancer à une vitesse qui est adéquate en info nuagique. Là, tu l'as juste abordé de surface. Est-ce que tu as des exemples peut-être un peu plus précis à quoi ressemble ce type de catalogue-là? Clairement, tu as une habilité plus grande avec AWS. En quoi, en AWS, y a-t-il des choses qui nous amènent là-dedans ou est-ce qu'on doit s'inventer ça un peu plus à partir de zéro? Alors, en ce qui s'agit de AWS, je te dirais le plus simple quand tu commences, c'est que tu partes déjà sur le AWS Security Best Practice, qui est un standard de sécurité qui est disponible dans Security Hub. C'est 2 clics ou 3 lignes de code si tu le fais as code, ce que je recommande. Et puis tu vas avec donc cette activation du standard de sécurité, tu vas mettre en place, j'ai pas le nombre exact en mémoire, mais c'est peut-être une cinquantaine ou plus d'une soixantaine de contrôles de détection automatiquement qui va s'appliquer dans ton environnement. Donc là, tu vas être capable, aussitôt tu vas être alerté si il y a quelqu'un qui lance un serveur avec un disque non chiffré. Tu vas être alerté si quelqu'un lance un serveur avec des ports d'administration sur Internet. Tu vois, il y a
il y a plusieurs dizaines de contrôles de détection qui sont automatiquement activés. Et ça, déjà, à la base, c'est sympa parce que quand tu commences, notamment quand tu manques encore un petit peu d'expérience dans l'info nuagique, bah, tu te poses pas de questions. Tu commences déjà par aller chercher une conformité avec ces contrôles-là, à t'assurer de les traiter, ces alertes-là. Puis, une fois que tu as obtenu une conformité avec ces différentes règles, bah là, tu vas pouvoir continuer ton étape, ta journey to the cloud là, en allant chercher d'autres standards encore un petit peu plus pointus comme le CIS. Et surtout, ensuite, tu vas pouvoir mettre en place tes propres contrôles. Parce qu'évidemment, il y a des contrôles génériques et des standards génériques qui existent. Il y a le CIS, il y a PCI propose une adaptation à AWS, etc. AWS Security Best Practice. Mais évidemment, chaque entreprise à son contexte de sécurité, aura ses propres règles qu'elle va vouloir ajouter à ces standards génériques. Oui, ne pas chiffrer un disque dur, bah, écoute, ça fait pas de sens, tant qu'à avoir, surtout c'est une facilité qui est gratuite, qui est transparente sur les performances, etc. Donc autant le faire. Maintenant, peut-être que dans certaines entreprises, on va vouloir, par exemple, chiffrer ce disque dur avec une clé de chiffrement bien précise qui nous appartient, qui appartient à l'entreprise et pas à AWS. Et ça va être différent entre chaque entreprise. Donc c'est une fois que je pense qu'on a déjà testé un petit peu ce premier standard AWS Security Best Practice, bah, je pense que c'est le bon moment ensuite d'implanter d'autres contrôles encore plus précis correspondant à notre réalité, quoi, en fait. Oui, puis là, tu as abordé un petit sujet, puis là, je vais voir aussi l'aspect multi-cloud, parce que là aussi, j'entends beaucoup parler dans mon entourage de gens qui veulent aller multi-cloud, parce que ou cloud hybride, ou parce qu'ils inventent plein de termes nouveaux pour dire qu'ils veulent pas juste un fournisseur, ce qui en soi est louable pour bien des aspects, mais d'autres choses, justement, de la préparation, puis les entreprises, peut-être qu'on n'a pas la maturité suffisante, il y a des j'imagine, des pièges et des risques associés à ça. Ouais, alors ça, c'est vraiment un sujet chaud, le multi-cloud dans la communauté cloud, là, c'est un sujet qui divise énormément. On ose à peine s'exprimer ouvertement sur le sujet désormais, tellement il y a des retours de flammes très rapides. Disons que il y a deux philosophies. Effectivement, le multi-cloud technologiquement nous amène des possibilités de redondance qui sont hyper intéressantes parce que on l'a vu il y a encore pas très longtemps. Par exemple, dans Azure, suite à une mise à jour, l'indisponibilité de toute une région, et ça fait mal quand tu as ton workload dans cette région-là, bah, c'est quand même compliqué. Donc, avoir des scénarios multi-cloud nous permet d'aller chercher une très haute disponibilité, ça peut être intéressant. Quoi qu'il y a d'autres moyens, selon moi, d'atteindre cette haute disponibilité, mais bon, passons. Le gros inconvénient, c'est que évidemment, c'est les compétences. Pour moi, c'est vraiment les compétences. On s'entend que déjà obtenir des expertises au sein de l'entreprise sur un fournisseur cloud aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, quel qu'il soit, que ce soit Azure, AWS ou GCP. Donc, aller chercher de l'expertise suffisante pour 2 fournisseurs infonuagiques, c'est quand même un vrai challenge. Donc, moi, personnellement, je te dirais, j'y crois pas trop. Au multi-cloud, je suis très réservé. Je pense qu'il peut y avoir des opportunités intéressantes pour certains types de workload. Par exemple, on peut penser au BI, ok, tu vois, s'il y a une solution qui a été développée pour un projet BI qui va exploiter certaines bases très spécifiques d'un fournisseur. Bon, pourquoi pas le laisser dans cet environnement-là et puis le laisser vivre sa vie. Mais le multi-cloud, c'est aussi des contraintes en termes de coûts. C'est-à-dire que dès l'instant, tu sais, le fournisseur, quels que soient les fournisseurs infonuagiques, envoyer tes données dans ce fournisseur, c'est gratuit. C'est toujours gratuit, c'est toujours très apprécié, t'offre des tarifs très intéressants pour stocker la donnée, aucun problème. Le problème, c'est quand tu veux récupérer cette donnée. Tu peux toujours récupérer ta donnée, il n'y a pas de souci. Mais là, par contre, le coût de transfert de ta donnée
en trafic sortant, il est très différent du coup entrant, mais comme vraiment très différent. Et puis le multi-cloud, le souci, c'est que bien souvent, tu vas te retrouver dans une architecture où tu vas avoir de la donnée qui va sortir d'un cloud provider pour aller vers un autre. Et puis là, tu te rends compte que ta facture, elle explose avec des coûts de transfert qui sont très importants. Ces coûts que tu vas éviter, évidemment, si tu restes au sein d'un même environnement, au sein d'un même provider. Donc, il peut y avoir pour résumer, moi, je ferme pas la porte au multi-cloud. GCP propose des solutions très intéressantes d'ailleurs, justement. Ils travaillent très fort pour proposer des solutions aidant à gérer un workload multi-cloud. C'est super intéressant ce qu'ils font. Mais il n'empêche que la réalité de l'entreprise derrière, c'est de réussir à trouver des compétences pour gérer tout ça, et c'est quand même très compliqué aujourd'hui. Et puis également de faire en sorte que ce multi-cloud ne devienne pas en fait ne vienne pas alourdir ta facturation à la fin du mois. Oui, au-delà de ces contraintes-là, au niveau de la sécurité, parce que là, il y a vraiment un enjeu particulier, j'imagine que la sécurité ne se gère pas de la même façon d'un fournisseur à l'autre, donc ça aussi, ça doit avoir des impacts très sérieux. Ça nous ramène aux compétences. C'est que quand on va migrer notre workload dans l'info nuagique, on va déjà avoir un gros travail en termes de gestion du changement, de formation, de sensibilisation sur notre équipe sécurité, pour l'amener justement à être suffisamment en contrôle, en maîtrise de ce nouvel environnement. Donc là, on va encore rajouter une complexité. Et puis, en fait, tous les gens de sécurité le savent. S'il y a bien quelque chose que tout le monde partage en sécurité, c'est keep it simple. C'est plus c'est simple, mieux c'est en sécurité. C'est ça qui nous permet d'être en contrôle et de nous rassurer. Plus c'est complexe, plus on va avoir tendance à perdre des bouts et puis à perdre du contrôle, de la visibilité, je veux dire, sur notre workload. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est pas très positif pour le multi-cloud. Puis là, tu parles de visibilité, puis là, je vais revenir sur juste le un cloud. Vu que c'est une énorme facilité à déployer, mettre en place des choses, et c'est sûr que les catalogues viennent quand même guider les choses. J'imagine qu'il doit y avoir une préoccupation que ça grossisse ou ça grandisse de façon incontrôlée et que ça fasse un peu comme dans la nature, que la nature reprenne son œuvre et que d'ici un an, on soit plus capable de comprendre l'état même de l'infrastructure parce qu'il a grandi de façon incontrôlée, où il y a des façons plus humaines de réussir à contrôler ça? C'est ça tout l'enjeu aussi là pour la sécurité. C'est quand je vous parle de gestion de changement, c'est aussi penser la sécurité différemment pour qu'elle soit elle-même élastique. L'info nuagique effectivement est élastique et tu as raison. Très rapidement, on y prend goût. Les équipes projet, elles y prennent goût. Les lignes d'affaires ont bien souvent beaucoup de budget à investir et puis auparavant elles étaient comme freinées par la capacité de livraison des TI, et avec l'info nuagique d'un coup elles se retrouvent capables d'investir justement et avec plus de retour des lignes TI pour la mise en place de solutions. Donc là, t'as raison, ça peut s'accélérer, ça va s'accélérer en fait. C'est même pas que ça peut, c'est que ça va s'accélérer. Le workload va considérablement grandir. C'est un peu comme, je ferai un parallèle si tu veux avec, c'est là où tu sens que tu parles à un dinosaure. L'arrivée des hypervisors en entreprise, des machines virtuelles. On a découvert la magie de popper des machines virtuelles, tout donner plus simple. Mais là, au niveau sécurité, ça a été un cauchemar parce que avant, il y avait un serveur, une machine physique, donc ça prenait du temps, on avait le temps de le voir venir, on installait nos petits contrôles, c'était tranquille. Puis là, d'un coup, on se retrouvait avec des gros serveurs et puis les équipes startaient des VM mais à plus pouvoir, et on s'est retrouvé de 50 serveurs à 600, 700 serveurs à des chiffres absolument déments. Et effectivement, aujourd'hui, c'est toujours le problème. Quand tu inventories le nombre de serveurs, en entreprise, tu as des chiffres absolument incroyables. Je veux dire, c'est pas vrai qu'ils sont tous utilisés ces serveurs. C'est pas possible. Je veux dire, on a perdu le contrôle, c'est sûr. Donc, avec l'info nuagique, il va se passer la même chose, c'est certain. Par contre, l'avantage, c'est si la sécurité justement anticipe ce changement et puis pense à sa sécurité comme une sécurité élastique, ça va bien se passer parce qu'en fait,
c'est justement tout l'utilité de ce fameux standard de sécurité, de cette fameuse baseline dont je te parlais auparavant. Cette baseline, elle doit être dynamique et elle doit s'adapter au workload. Ça veut dire quoi? Un exemple très simple. Le pare-feu là, c'est pas vrai que dans l'info nuagique vous allez installer une instance de pare-feu en face d'une architecture hautement redondante. Ça fait pas de sens. Je veux dire, vous avez une architecture, des gars qui se sont cassés la tête pour vous faire une architecture multi-AZ, hautement redondante, un travail d'orfèvre formidable. Et puis devant, la sécurité, elle arrive et puis elle met, oh tiens, je vais mettre une instance, pouf, en face de ça. Et puis dès l'instant où mon instance va tomber, c'est tout qui va tomber derrière, il y aura plus rien qui va répondre. Tu vois, là, tu te dis, ok, la sécurité, elle a pas compris quelque chose. Il y a un problème. Tous tes contrôles de sécurité doivent être élastiques, doivent être capables de s'adapter dynamiquement à la charge de travail. Ça devrait plus être du travail manuel, ça devrait s'automatiser. Donc ça va être effectivement un des objectifs, notamment de cette fameuse baseline, ce fameux standard de sécurité. Oui, ben, de toute façon, ta parole, je suis le même dinosaure que toi, parce que j'ai vu les mêmes choses arriver et j'ai eu la même horreur de voir les choses se multiplier comme sans aucune considération à la sécurité à l'époque. Oui, effectivement. On va conclure là-dessus. On a fait quand même un tour d'horizon très vaste de ce que c'est un peu la sécurité au niveau de l'info nuagique, la migration, et ainsi de suite. Je pense qu'on va remettre ça sur d'autres épisodes. On va creuser peut-être des lignes un peu plus précises. Merci énormément de ta collaboration. C'est super intéressant d'aborder ces sujets-là. C'est super dynamique. Donc, c'était un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation.